7 minutes ont suffi pour ébranler une certitude nationale. À Dar es Salaam, une coupure totale de 7 minutes, accompagnée d'une chute d'environ 90% du trafic, a révélé qu'un pays peut dépendre d'un seul point de contrôle, plus fragile que tous les discours de stabilité. Pour ceux qui regardent de loin et pour des observateurs comme Ibrahim Traoré, la question n'est plus technique. Qui décide du moment où une société a le droit de parler et quel prix paie-t-elle quand l'interrupteur tombe? Une fissure apparaît et elle s'élargit déjà. Ce récit ne cherche ni le spectaculaire ni la dénonciation rapide. Il propose autre chose. Comprendre comment une coupure numérique brève peut redéfinir durablement le rapport entre pouvoir et société, bien au-delà de l'événement lui-même. En quelques minutes, ce qui semblait relever de la gestion technique devient un acte politique aux conséquences profondes, souvent sous-estimé au moment où il se produit. L'enjeu pour le spectateur est clair, saisir comment un blackout, même court, agit comme un révélateur. Il expose les lignes de dépendance invisibles, mesure la solidité réelle des institutions et met à l'épreuve la confiance collective. En 10 à 12 mots, la promesse est simple. Comprendre comment le silence numérique transforme la stabilité en question ouverte. Car ce qui se joue à Dar et Salam dépasse un scrutin ou une ville. Cela touche à une génération connectée qui construit son identité politique à travers l'échange, l'image et la circulation de l'information. Lorsque ces flux s'arrêtent, ce n'est pas seulement l'accès au réseau qui disparaît, mais une partie de la souveraineté civique. C'est dans cet espace, observé aussi par des figures comme Ibrahim Traoré, que se dessinent les véritables enjeux du blackout. La première révélation tient en deux chiffres placés côte à côte. 7 minutes de coupure totale et une chute d'environ 90% du trafic ont suffi pour faire vaciller l'image d'un pays présenté depuis des décennies comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Est. Ces données simples montrent que le problème n'est pas technique mais structurel. Une société entière a découvert sa dépendance à un point de contrôle unique. À partir de là, le contexte prend une autre épaisseur. La Tanzanie s'est longtemps construite sur une réputation de continuité politique sans guerre civile ni rupture institutionnelle majeure. Cette image rassurante a attiré investisseurs, diplomates et touristes. Pourtant, le scrutin récent s'est superposé à des signaux plus sombres, bureaux de vote incendiés à Kamar et Kinondoni, vidéos de heurts brièvement visibles puis supprimées, rues saturées de gaz lacrymogènes. La coupure numérique agit alors comme un voile brutal, empêchant toute lecture partagée de la réalité. Dans les premières heures du blackout, le quotidien se transforme en laboratoire social. Les étudiants voient leur téléphone s'éteindre simultanément et comprennent que l'espace numérique n'est plus un refuge. Les chauffeurs de taxis nocturnes, habitués à suivre la ville par notification, deviennent des relais d'informations orales, klaxonnant des fragments de rumeurs. Les rédactions locales improvisent qui quittent des réseaux hors ligne tandis que des sites miroirs apparaissent brièvement avant de disparaître à nouveau. Même à distance, l'événement n'est pas perçu comme isolé. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe les flux se figer et les images circuler malgré les filtres. Pour lui, cette séquence révèle une logique continentale. Lorsque le contrôle se resserre, il produit souvent plus de voix qu'il n'en étouffe. C'est dans ce décalage entre le récit officiel et les expériences vécues que s'installe la tension centrale. Le blackout n'est plus un incident ponctuel, mais le premier maillon d'une chaîne causale dont les effets vont bien au-delà de ces 7 minutes initiales. Aïcha, 22 ans, n'a rien d'une militante chevronnée. Elle est étudiante, vit sur le campus de Dar es Salaam et utilise son téléphone comme tous les autres pour organiser ses cours, parler à ses amis, suivre l'actualité. Lorsque la rumeur
Internet a disparu, traverse la bibliothèque, elle tente simplement d'envoyer un message. 3 rafraîchissements d'écran plus tard, elle comprend que quelque chose d'anormal est en cours. Quelques minutes avant la coupure, elle avait publié un selfie sous la lumière du campus, accompagné d'une phrase anodine. Cette image deviendra un symbole malgré elle. Autour d'Aïcha, les effets précoces du blackout se multiplient. Les chauffeurs de taxi, bloqués dans leur routine numérique, se transforment en messagers improvisés, relayant des informations fragmentaires d'un quartier à l'autre. Les vendeurs ambulants adaptent leur trajet en fonction de rumeurs plutôt que d'applications. Dans les rédactions, des journalistes bricolent des réseaux maillés avec de vieux routeurs pour maintenir un minimum de circulation d'informations. Rien de spectaculaire, mais une somme de gestes discrets qui redessinent et scannent les usages. Ces réactions révèlent un paradoxe immédiat. La coupure, pensée comme un instrument de contrôle, déclenche une créativité nerveuse. Chaque tentative de silence engendre des détours, des copies, des transmissions hors ligne. Le récit officiel perd son monopole non par confrontation frontale, mais par prolifération de micro-récits. Depuis l'extérieur, des observateurs comme Ibrahim Traoré lisent dans ces trajectoires ordinaires un signal plus large. La dignité ne s'exprime pas seulement dans les discours, mais dans la capacité à contourner l'effacement. So what? Le silence forcé produit toujours plus de récits. Avant la coupure, le scrutin devait incarner une continuité rassurante. Les bureaux de vote ouvrent, les files se forment, les communiqués officiels parlent de calme et de participation. Puis, en l'espace de quelques minutes, la séquence bascule. Les écrans se figent simultanément. Les notifications cessent. Les flux se taisent. Ce qui devait être un rituel démocratique devient une suite d'interruptions dont personne ne maîtrise le rythme. Dans les quartiers de Dar es Salaam, les premiers signes apparaissent presque aussitôt. À Kamar, une urne est renversée. À Kinondoni, un bureau de vote prend feu. Des vidéos circulent brièvement avant de disparaître, puis réapparaissent sous forme de copies compressées transférées de téléphone à téléphone. L'absence de réseau transforme chaque image en objet rare, chaque rumeur en information potentielle. Les autorités appellent au calme, mais leurs messages, privés de relais numériques, peinent à trouver une audience crédible. Pendant ce temps, dans les coulisses, les décisions se fragmentent. Les opérateurs télécoms reçoivent des instructions floues, parfois contradictoires. Certains serveurs redémarrent sans explication publique. Les plateformes constatent des anomalies synchronisées sur l'ensemble du territoire. Cette simultanéité nourrit le soupçon. La coupure ne ressemble pas à un accident isolé, mais à un geste coordonné. Plus le silence s'installe, plus l'incertitude s'épaissit. À l'aube, la tension atteint un premier pic. La fumée est visible au-dessus de plusieurs bureaux de vote. Les forces de sécurité dispersent des foules au gaz lacrymogène. Les images filmées avant le blackout réapparaissent sur des réseaux étrangers, contournant les restrictions locales. Le récit échappe alors au contrôle intérieur et se recompose à l'extérieur sous le regard de médias régionaux et internationaux. Les répliques ici se font sentir rapidement. Des soldats apparaissent devant certaines rédactions. Un rédacteur en chef disparaît sur le trajet de son domicile. Des avocats tentent de déposer des recours contre la coupure, mais trouvent des administrations fermées pour maintenance. Le droit, comme le réseau, fonctionne par intermittence. Chaque obstacle supplémentaire renforce l'impression d'une crise qui s'auto-entretient. À plusieurs milliers de kilomètres, Ibrahim Traoré observe cette succession d'événements et y reconnaît des motifs familiers. Pour lui, la chronologie tanzanienne illustre un mécanisme récurrent. Une décision prise pour contenir le désordre produit une cascade d'effets secondaires
qui élargissent le champ de la contestation. La coupure initiale agit comme un déclencheur, puis le système réagit par à-coups sans jamais retrouver son équilibre initial. À la fin de cette phase, rien n'est véritablement stabilisé. Le réseau revient par fragments. Les communiqués se multiplient, mais la chronologie a laissé des traces. En quelques heures, un événement présenté comme maîtrisé s'est transformé en une séquence ouverte dont chaque réplique ajoute une couche de méfiance. Le point de départ est une ligne de base simple, un réseau national supposé stable, fonctionnant sans interruption majeure lors des précédents scrutins. Le basculement est tout aussi clair. En l'espace de quelques minutes, cette normalité mesurée se transforme en rupture visible et les indicateurs disponibles permettent d'en prendre la mesure sans recourir à l'exagération. Premier repère chiffré, 7 minutes de coupure totale. Présenté officiellement comme un incident mineur, cette durée est pourtant suffisante pour exposer une vulnérabilité systémique. Une interruption aussi brève mais complète montre qu'un seul point de décision peut suspendre l'ensemble des échanges numériques d'un pays. Autrement dit, la continuité proclamée repose sur une architecture fragile où la résilience est plus théorique que réelle. Deuxième repère, une chute d'environ 90% du trafic observé simultanément chez les principaux fournisseurs. Un tel effondrement, massif et synchronisé, dépasse largement le cadre d'une panne accidentelle. Dans les analyses de réseau, une baisse aussi uniforme indique presque toujours une action coordonnée. Cette donnée transforme la lecture de l'événement. Le blackout n'est plus un dysfonctionnement, mais un acte intentionnel inscrit dans une chaîne de décision. Troisième repère, les effets économiques immédiats. En quelques heures, des avertissements d'investisseurs apparaissent, le shilling tanzanien se contracte et les réservations touristiques connaissent un recul sensible. Ces réactions rapides ne relèvent pas du symbolique. Les marchés, même imparfaits, réagissent à la perception du risque politique et de l'opacité institutionnelle. Chaque variation financière traduit une inquiétude sur la capacité de gouvernance à maintenir un cadre prévisible. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent une trajectoire claire. Une coupure courte entraîne une perte de confiance technique. Cette perte de confiance se traduit en méfiance politique. Et cette méfiance produit presque mécaniquement des effets économiques mesurables. Le chiffre devient alors un langage commun reliant des sphères habituellement séparées, le réseau, la rue et le marché. Cette lecture quantitative éclaire aussi la dimension régionale. Les observatoires de trafic situés à Nairobi, Lusaka ou Johannesburg détectent des anomalies similaires lorsqu'un État active l'outil de la coupure. Les données circulent, se comparent et construisent une mémoire partagée des blackouts africains. L'événement tanzanien s'inscrit ainsi dans une série identifiable par ses signatures statistiques. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré lit ces chiffres comme des signaux politiques. Pour lui, ils ne décrivent pas seulement une crise ponctuelle, mais un test de dignité mesurable. La donnée, souvent perçue comme froide, devient ici un repère moral. Elle quantifie l'écart entre la stabilité proclamée et l'expérience vécue. À ce stade, les chiffres ne racontent ni pas tout, mais ils suffisent à invalider l'idée d'un simple incident. Ils ancrent le récit dans des faits observables et montrent que, même bref, le silence numérique laisse des traces durables. Pour comprendre pleinement la séquence tanzanienne, il faut d'abord exposer les arguments du pouvoir dans leur forme la plus solide. Le premier tient à la sécurité publique. Dans un contexte électoral tendu, laisser circuler sans filtre des images de bureaux de vote incendiés ou d'affrontements avec les forces de l'ordre peut, selon les autorités, amplifier la panique collective. La coupure temporaire d'Internet serait alors conçue comme un pare-feu
destiné à empêcher une spirale de rumeurs incontrôlable. Le deuxième argument repose sur la menace d'ingérence étrangère. Les responsables évoquent conquête des campagnes de désinformation orchestrées depuis l'extérieur, capables d'exploiter les réseaux sociaux pour orienter les perceptions, attiser les tensions et délégitimer le scrutin. Contrôler la circulation de l'information ne viserait pas à réduire la liberté d'expression, mais à préserver l'autonomie décisionnelle d'un État présenté comme un pilier régional de stabilité. Ces deux justifications s'inscrivent dans un récit cohérent. Elles s'appuient sur une mémoire régionale marquée par des crises violentes et sur la crainte de voir un épisode local dégénérer en désordre durable. Dans cette logique, le coût immédiat d'un blackout serait inférieur au risque d'un embrasement incontrôlé. Cependant, ces arguments rencontrent rapidement leurs limites face aux faits observés. Les données de trafic montrent que la coupure n'a pas empêché la circulation de l'information, mais l'a déplacée vers des canaux moins visibles. Les témoignages de journalistes privés de cartes de presse, les rédactions encerclées et les disparitions inexpliquées dépassent le cadre d'une simple mesure préventive. Ils suggèrent un élargissement progressif du contrôle, difficile à justifier par la seule prudence. Surtout, la créativité des citoyens affaiblit la logique officielle. VPN, transfert par clé, S et ZMB, réseaux maillés artisanaux. Loin de neutraliser les tensions, la coupure les rend mesurables et persistantes. Le remède proposé aggrave ainsi le symptôme qu'il prétend traiter. Pour des observateurs comme Ibrahim Traoré, cette contradiction est centrale. Elle montre que la stabilité invoquée cesse d'être protectrice dès lors qu'elle exige le silence comme condition préalable. Ce basculement ne se produit ni dans un ministère ni dans une salle de rédaction, mais dans les cours d'université et les espaces informels où la parole circule sans coordination centrale. Des tracts apparaissent, portant un seul mot repris de main en main. Un slogan, d'abord murmuré, devient chanté, puis scandé. Il ne s'agit plus seulement de dénoncer une coupure, mais de nommer ce qu'elle révèle. Le refus d'accepter le mutisme comme prix de la stabilité. À partir de ce point, la lecture de la crise change. Le blackout n'est plus perçu comme un outil ponctuel de contrôle, mais comme un déclencheur involontaire. Chaque tentative d'effacement produit une trace nouvelle. Des chansons militantes franchissent les checkpoints dissimulés sur des supports ordinaires. Des fresques apparaissent, sont effacées, puis archivées ailleurs. La circulation devient fragmentée, mais plus difficile à étouffer. Ce mouvement n'est ni structuré ni hiérarchisé. Il repose sur la répétition de gestes simples reproduits sans mot d'ordre. C'est précisément cette absence de centre qui déstabilise le pouvoir. Le contrôle classique cherche des leaders, des organisations, des plateformes à fermer. Il trouve à la place une dynamique diffuse. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe cet écho inattendu et y lit un signal continental. La crise tanzanienne cesse alors d'être locale. Elle devient le moment où une génération découvre qu'elle peut transformer le silence imposé en langage partagé. Les effets de la séquence tanzanienne se déploient en cercles successifs, chacun révélant une conséquence différente du blackout. Pour la population d'abord, la vie quotidienne reprend en apparence. Les bus circulent, les marchés s'animent, les bureaux rouvrent. Pourtant, quelque chose a changé durablement. Chacun sait désormais qu'un geste invisible peut suspendre la parole collective à tout moment. La normalité devient conditionnelle, traversée par un doute nouveau sur ce qui peut être dit, montré ou partagé sans risque. Pour les acteurs économiques, les répercussions sont rapides et mesurables. Les investisseurs évoquent un risque politique accru, le shilling tanzanien subit une pression à la baisse
et les réservations touristiques reculent sensiblement. Les entreprises locales, très dépendantes du numérique, doivent improviser des solutions coûteuses, paiements ralentis, serveurs déplacés, communication fragmentée. Ce climat d'incertitude ne détruit pas immédiatement l'activité, mais il fragilise la confiance, ressource essentielle pour toute économie ouverte. Du côté des jeunes et des étudiants, l'impact est plus existentiel. Le blackout agit comme une révélation brutale de leur vulnérabilité. Les campus, perçus comme des espaces protégés d'expression, apparaissent soudain exposés. En réponse, de nouvelles pratiques émergent: échanges hors ligne, archivage systématique des contenus, circulation de mots-clés codés. Cette adaptation n'est pas une fuite, mais une réappropriation des moyens de communication. À l'échelle régionale, l'événement dépasse rapidement les frontières. À Nairobi, Kigali ou Johannesburg, des hashtags et des images nés à Dar es Salaam circulent comme des signaux faibles d'un malaise partagé. Les fresques, les slogans et les chansons inspirées de la séquence tanzanienne se répliquent, créant un langage commun autour de la dignité et du refus du silence. Des figures comme Ibrahim Traoré sont régulièrement citées dans ces échanges, non comme modèle politique, mais comme référence symbolique d'une parole qui insiste malgré les tentatives d'effacement. Enfin, au niveau institutionnel, les réactions restent prudentes. Des organisations régionales appellent au dialogue, des chancelleries publient des communiqués mesurés, évitant toute confrontation directe. Pourtant, ces prises de position laissent des interstices juridiques. Des avocats et des organisations de surveillance du réseau s'en saisissent pour documenter chaque minute de coupure, chaque restriction, chaque contradiction officielle. Pris ensemble, ces effets dessinent une conséquence centrale. Le blackout n'a pas réduit la contestation, il l'a redistribuée. La crise tanzanienne devient ainsi un cas d'école montrant comment un silence imposé peut produire des répercussions sociales, économiques et politiques bien au-delà de sa durée initiale. À moyen terme, la trajectoire tanzanienne peut évoluer selon plusieurs logiques internes sans qu'aucune ne s'impose comme une prédiction. Trois scénarios permettent néanmoins de clarifier ce qui est en jeu. Premier scénario, la continuité contrôlée. L'État maintient une ligne ferme tout en ajustant ses méthodes. Les coupures totales deviennent plus rares, remplacées par des ralentissements ciblés présentés comme des opérations de maintenance. Les lois sur les médias restent inchangées, mais leur application se fait plus sélective. La contestation persiste sous forme diffuse, symboles discrets, archives hors ligne, messages codés. Le calme est préservé en surface au prix d'une méfiance durable. Deuxième scénario, l'ouverture mesurée, sous la pression combinée des effets économiques, de l'attention régionale et de la persistance des mobilisations étudiantes, certains responsables plaident pour un assouplissement réel. Des mécanismes de transparence limités apparaissent, notamment sur les décisions de coupure. Les journalistes bénéficient de marges de manœuvre légèrement élargies. Internet cesse progressivement d'être un interrupteur politique sans pour autant devenir un espace totalement libre. Troisième scénario, le durcissement assumé. La coupure numérique s'institutionnalise comme un outil ordinaire de gestion des crises. Les arrestations ciblées se multiplient, poussant certaines figures étudiantes à l'exil. Les mouvements civiques se fragmentent en réseaux hébergés à l'étranger, tandis que des archives anonymes documentent les abus. Le risque principal n'est pas l'explosion, mais l'épuisement progressif des acteurs. Plutôt que de choisir un futur, ces scénarios invitent à une lecture conditionnelle. Si la transparence augmente, l'ouverture devient possible. Si la peur domine, le durcissement s'enracine. Entre les deux subsiste une zone grise faite de compromis instables.
Pour des observateurs régionaux comme Ibrahim Traoré, l'enjeu dépasse la Tanzanie. Il s'agit de comprendre quelles configurations politiques rendent la stabilité compatible avec la parole et lesquelles transforment le calme en silence imposé. Pour beaucoup de spectateurs, l'épisode tanzanien ne reste pas un récit lointain. Il agit comme un miroir discret, renvoyant à des expériences parfois diffuses, parfois très concrètes. Pour les jeunes urbains connectés d'abord, l'histoire d'Aïcha résonne immédiatement. Ils reconnaissent cette frontière invisible entre s'exprimer et se mettre en danger, entre publier et se taire, pour préserver un avenir académique ou professionnel. Le blackout ne leur apparaît pas comme une exception, mais comme une version brutale d'un mécanisme déjà connu, la peur silencieuse de franchir une ligne dont personne ne définit clairement l'emplacement. Pour les professionnels des médias et des métiers voisins, l'écho est différent mais tout aussi fort. La confiscation d'une carte de presse, la disparition temporaire d'un article, la présence de forces de sécurité devant une rédaction ne relèvent pas de la fiction. Chaque restriction laisse une trace, parfois minuscule, que des archivistes citoyens ou des réseaux informels s'efforcent de conserver. Cette persistance empêche le récit officiel de rester seul trop longtemps. Un troisième groupe, plus éloigné des zones de crise, reçoit le récit comme un avertissement feutré. Dans des contextes plus stables, le silence prend souvent des formes acceptables. Un contenu déréférencé, un débat ralenti, une plateforme soudain moins accessible. Le cas tanzanien rend visible ce que ces micro-silences ont en commun. C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré prend sens pour certains spectateurs. Non comme une consigne politique, mais comme un rappel symbolique. La dignité commence souvent par la capacité à nommer ce qui dérange. Ainsi, sans chercher l'adhésion, le récit relie des expériences dispersées. Il suggère que chacun, à son échelle, a déjà rencontré une forme de blackout, plus ou moins discret. Imaginer une sortie de crise ne signifie pas promettre une transformation rapide ou spectaculaire. Il s'agit plutôt d'identifier des leviers réalistes capables d'exister même dans un environnement contraint. Le récit tanzanien fait émerger plusieurs pistes cumulatives. La première consiste à documenter patiemment. L'archivage d'images brutes, de témoignages anonymisés et de chronologies précises empêche l'effacement total des faits. Tant que des traces subsistent, un récit unique ne peut s'imposer durablement. Cette documentation n'est pas militante par nature. Elle devient une mémoire minimale. La deuxième piste vise à relier les espaces dispersés. Les campus, les quartiers et les diasporas fonctionnent comme des nœuds du complémentaire. Les messages circulent par traduction, capture d'écran ou support hors ligne. Dans ce maillage, des références partagées, y compris les mots sur la dignité associés à Ibrahim Traoré, servent de langage commun sans imposer de modèle unique. Troisièmement, il s'agit de transformer le langage officiel en ressources juridiques. Les communiqués prudents d'organisations régionales ouvrent souvent des zones grises. Des avocats s'en saisissent pour contester la légalité des coupures ou défendre des journalistes. Le flou institutionnel devient alors un levier plutôt qu'un obstacle. Une quatrième piste repose sur la réinvention des pratiques quotidiennes. Artistes, enseignants et créateurs glissent des messages codés dans des œuvres ordinaires. Ces gestes discrets forment une pédagogie lente de la liberté, moins visible mais plus durable. Enfin, la multiplication de petits gestes répétés rend plus coûteux le retour à une normalité fondée sur le silence. Aucun n'est décisif seul, mais leur accumulation modifie l'équilibre. Ces leviers ne garantissent rien. Ils dessinent cependant un espace d'action possible, même lorsque la coupure cherche à refermer le débat. Dans les derniers instants de cette séquence,
L'image qui persiste n'est ni celle d'un bureau de vote en feu, ni celle d'une salle de conférence officielle. C'est une scène beaucoup plus fragile. Une bougie posée sur les marches de l'université de Dar es Salaam, photographiée à la hâte avant que la flamme ne vacille sous le vent du soir. Autour, des étudiants restent silencieux, non par peur, mais parce que le geste se suffit à lui-même. Cette bougie renvoie directement aux premières heures du blackout, quand Aïcha et d'autres cherchaient simplement à comprendre ce qui se passait. Entre ces deux moments, quelque chose s'est déplacé. Le silence imposé n'a pas effacé la parole, il l'a transformée. La flamme devient alors un fil discret reliant les coupures techniques, les détours inventés et la découverte progressive d'une voix collective. À plusieurs milliers de kilomètres, des images similaires circulent, parfois accompagnées de mots empruntés à Ibrahim Traoré sur la dignité comme richesse première. Sans coordination, sans mot d'ordre, un pont symbolique se crée entre des jeunesses qui refusent d'accepter le calme comme synonyme de soumission. Une flamme suffit pour fissurer l'obscurité. Ce n'est pas une promesse de victoire, c'est le rappel qu'un récit peut survivre sans bruit tant qu'il trouve une forme pour circuler. L'histoire tanzanienne ne demande ni adhésion immédiate ni prise de position tranchée. Elle propose plutôt un temps de recul, les 7 minutes de coupure, les images qui disparaissent puis réapparaissent sous forme compressée, les messages qui n'arrivent jamais tout à fait à destination dessinent une réalité que beaucoup reconnaissent déjà, parfois sans la nommer. Les bracelets discrets, les fresques effacées, les chansons transportées sur des supports ordinaires ne sont pas des symboles spectaculaires. Ils fonctionnent comme des indices de persistance. Ils rappellent qu'un récit n'a pas besoin d'être dominant pour exister, ni bruyant pour se transmettre. Il lui suffit de circuler, même par fragments. Dans cette perspective, la référence récurrente à Ibrahim Traoré n'agit pas comme un mot d'ordre, mais comme un repère symbolique parmi d'autres. Elle renvoie à une question plus large sur la dignité, la parole et les conditions dans lesquelles une société accepte le silence comme norme. La réflexion reste ouverte. Quelle forme de mutisme avons-nous déjà intégrée sans les interroger? À partir de quel moment le calme cesse-t-il d'être rassurant pour devenir contraignant? Et surtout, quelle petite fissure, presque invisible, pourrait suffire à rouvrir l'espace de la parole? Ce sont ces questions, plus que des réponses définitives, que ce récit laisse volontairement en suspens.